sa mère et son avocat ont dit qu'ils l'avaient vu 15 jours avant et qu'il était en pleine forme. Mais oui, Navalny, il était en pleine forme comme les mamans qui voient leur garçon de 16, 17, 18 ans partir au foot, tout joyeux, en pleine forme, et puis qui meurt d'un AVC 1 heure après sur le terrain de foot. Et les études qui ont été faites, enfin l'autopsie qui ont été faites sur le corps, a révélé qu'il avait eu un arrêt cardiaque provoqué par un caillot de sang. Et le problème, le plus drôle de l'histoire, c'est que ce sont les Ukrainiens qui l'ont révélé à l'Élysée, cette année d'ailleurs. Et il y a un tweet, dans le livre, j'ai mis le tweet en ukrainien et j'ai mis la traduction en française, parce qu'ils regrettent beaucoup, mais ils sont forcés de reconnaître qu'il est mort d'une mort naturelle, tout simplement. Peut-être qu'il a été faire un peu de footing durant sa promenade dans l'Arctique, qu'il faisait avec le froid, comme beaucoup de sportifs qui décèdent actuellement depuis 2 ans. Voilà, c'est une mort naturelle, si on peut l'appeler naturelle, parce que s'il n'avait pas eu l'injection, il ne serait peut-être pas mort, comme beaucoup de jeunes sportifs en France. 3e épisode de nos chroniques. On continue notre petite chronique mensonge d'État avec Jean-Michel Jacquemat, Raph Estin, et là on va parler de Navalny. Que s'est-il passé vraiment avec le meurtre de l'opposant de Vladimir Poutine en Russie ? Selon toi, on peut se tutoyer Jean-Michel, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a vraiment assassiné son opposant ? Alors si on se fie à Franz-Olivier Gisberg, oui, je vais reprendre ses mots. Un journaliste français. Le journaliste français né aux États-Unis. Le mini-tsar de Moscou devait vraiment avoir peur pour avoir fait tuer Navalny. Voilà. Qui s'occupait encore de Navalny ? Navalny était en prison depuis plusieurs années au fin fond de l'Arctique. C'était le prisonnier le plus surveillé de Russie. Il changeait de prison tous les mois. Quel était l'avantage, l'intérêt de M. Poutine de faire tuer Navalny, alors que Poutine venait de faire une interview avec Tucker Carlson qui avait été vue par 1 milliard de personnes dans le monde. Il était à 80% dans les sondages pour sa future élection. Il a été réélu 1 mois après à 87%. C'était au même moment que l'interview de Tucker Carlson. 8 jours après. 8-10 jours après. D'accord. Voilà. 8-10 jours après. Et que représentait Navalny ? Et surtout, la question, c'est à qui profite le crime ? Bon, certainement pas à Poutine, il n'en avait rien à faire, les Russes n'avaient plus rien à faire. Navalny a représenté... Ça n'a pas représenté de conséquences fâcheuses pour Poutine, mais ça ne lui servait à rien, c'est ça que... Oui. C'est votre théorie. Ça lui servait à rien. Navalny a toujours représenté dans les 2%. La seule fois où il a fait 20%, c'est lorsqu'il s'est présenté à la mairie de Moscou. Et pour ce faire, il a eu besoin des voix du parti de Poutine. Voilà. Et depuis, Navalny avait perdu son statut de prisonnier d'Amnesty International, puisque certaines vidéos étaient ressorties de ce qu'il dit, de ses propos. Donc, pour lui, les musulmans étaient des mouches et des cafards qu'il fallait écraser. Les homosexuels étaient des PD qu'il fallait enfermer. Ce qui laisse d'ailleurs un peu sourire quand on voit les membres du gouvernement de l'époque qui l'ont soutenu et qui l'ont pleuré. Voilà, donc il avait été condamné de nombreuses fois pour détournement de fonds. Et puis il était dans sa prison depuis 2 ou 3 ans et puis plus personne pensait à lui, quoi. Donc là, on n'a pas de preuves sur Navalny, mais par contre, quand on regarde objectivement l'espace politique de la Russie, on se dit Vladimir Poutine n'avait aucune raison et tous les médias mainstream français tombent, français et puis en général des pays de l'OTAN, tombent sur Vladimir Poutine disant non, c'est lui qui a commis le crime. Voilà, tout de suite. Voilà. Intéressant. Et alors, je vais vous dire de quoi il est mort, Monsieur Navalny, parce qu'en 2020-21, quand il a eu un empoisonnement, qu'il a dû aller se faire soigner en Allemagne, à l'époque, il était très difficile de prendre l'avion si on n'avait pas reçu une certaine injection. Voilà. Et donc, il est revenu en Russie. On m'a dit de toute façon qu'il était revenu en Russie pour être protégé, parce que valait mieux pour lui qu'il soit en prison,
parce que sinon, il y a d'autres personnes qui voulaient le tuer. Donc il est revenu en Russie pour être protégé. Mais ça, alors, protégé donc plutôt de qui? Parce que là, on pourrait se dire de Vladimir Poutine, c'était un agent de la CIA, c'était un mauvais agent de la CIA, mais la CIA aurait bien voulu le mettre à la place de Poutine quand même. Navalny était un mauvais agent de la CIA. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus dessus? La preuve, il n'a pas réussi à faire tomber le pouvoir de Poutine. Ça, c'est sur l'aspect mauvais, mais sur voilà, l'aspect mais c'est surtout CIA. les propos qu'il a tenus. La Russie, vous avez quand même 14 millions de musulmans en Russie, donc quand vous traitez 14 millions de la population comme des cafards ou des mouches, vous perdez quand même 14 millions de voix, un peu plus même. Bien sûr. Bon, après, oui, mais il y en a qui font ça en France aussi, on pourrait se dire, c'est des choix politiques. Bon, non, mais il était très mauvais. Il n'a pas réussi à s'imposer. Mais comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec des sources que c'était un agent de la CIA? Comment est-ce qu'on peut l'affirmer? On le sait, comme certaines personnes disent que Glucksmann est un agent de la CIA, et ça c'est ses amis de LFI qui le disent, hein, qui ont dit que c'était... Voilà, donc c'est connu. Par les agissements, par l'argent reçu, par les propos et les agissements qu'il a tenus à l'époque. Donc finalement, pour en revenir à Navalny, sa mère et son avocat ont dit qu'ils l'avaient vu 15 jours avant et qu'il était en pleine forme. Mais oui, Navalny, il était en pleine forme, comme les mamans qui voient leur garçon de 16, 17, 18 ans partir au foot, tout joyeux, en pleine forme, et puis qui meurt d'un AVC une heure après sur le terrain de foot. Et les études qui ont été faites, l'autopsie qui ont été faites sur le corps, a révélé qu'il avait eu un arrêt cardiaque provoqué par un caillot de sang. Et le problème, le plus drôle de l'histoire, c'est que ce sont les Ukrainiens qui l'ont révélé à l'Élysée, cette année d'ailleurs. Et il y a un tweet, dans le livre, j'ai mis le tweet en ukrainien et j'ai mis la traduction en française, parce qu'ils regrettent beaucoup, mais ils sont forcés de reconnaître qu'il est mort d'une mort naturelle, tout simplement. Peut-être qu'il a été faire un peu de footing durant sa promenade dans l'Arctique, qu'il faisait avec le froid, comme beaucoup de sportifs qui décèdent actuellement depuis 2 ans. Voilà, c'est une mort naturelle, si on peut l'appeler naturelle, parce que s'il n'avait pas eu l'injection, il ne serait peut-être pas mort, comme beaucoup de jeunes sportifs en France et dans le monde. Donc il n'y avait pas de quoi accuser Poutine sans preuve. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est le traitement médiatique qui fait face à ce sujet-là. Voilà. Que derrière, on tombe... Voilà. Libération a tout de suite titré que Poutine avait assassiné Navalny, mais à cette époque-là, ça faisait 18 mois que Nord Stream avait explosé. Libération ne savait toujours pas qui avait fait sauter Nord Stream. Alors c'est très intéressant quand on regarde ce sujet-là, ou même un autre sujet d'un journaliste russe qui était décédé dans les années 2000, c'est que dès qu'on essaie de s'intéresser à contrer le narratif du pouvoir, on va être traité de complotiste alors qu'on ramène des preuves. Voilà. Mais par contre, de l'autre sens, pour Poutine, contre Poutine, là, tous les médias mainstream ou le gouvernement se permettent de faire une forme de complotisme contre Poutine. C'est toujours Poutine. Ils s'autorisent ça pour eux. Même un de ses opposants qui a été assassiné en promenant son chien sur un pont à quelques mètres du Kremlin, c'était Poutine qui l'avait fait assassiner. Bon, je pense que quand même Poutine, il est assez intelligent s'il voulait faire assassiner quelqu'un pour que ce soit fait discrètement. Je veux dire, en France, ce qu'on fait assassiner Claire Sévrac, ça a été très bien fait, on n'a jamais su qui c'était. Et puis je pense que les Français sont quand même mal placés. Rappelez-vous Yvan Colonna, quand même, qui est mort en prison. Et puis on peut remonter beaucoup plus loin. On a Robert Boulin, qui s'est soi-disant suicidé dans un étang avec 15 cm d'eau, alors qu'il avait tout le corps et le visage stupéfié. On a François Bérégovoy qui s'est suicidé avec une 2e balle dans la tête. On a un des conseillers de Mitterrand, François de Grossouvre, qui s'est soi-disant suicidé avec un 357 Magnum dans son bureau de l'Élysée. Alors ça je le sais par un proche, une demi-heure auparavant, il avait téléphoné à la fleuriste pour faire livrer un bouquet de fleurs chez les gens lesquels il était invité à dîner le soir même. Donc je pense que les Français, on peut aussi balayer devant notre porte. On n'est pas blanc non plus. Le pouvoir français n'est pas blanc. Hein. Voilà. Ouais, c'est intéressant. On peut le supposer. Bien sûr. C'est Christine de Viégeancourt qui dit « En France, on tue ».
Qu'on a reçu ici. Voilà, donc elle sait de quoi elle parle. Et puis, mais c'est de tout temps. Et, je rappelle que même un François Hollande, Framboise, comme l'appelle si respectueusement Monsieur Fabius, a reconnu dans un livre avoir fait tuer 30 personnes. Par rapport à la guerre au Mali, peut-être oui, mais bon, il a reconnu. C'est un chef d'État fait tuer des gens. C'est pas bien, mais c'est comme ça de tous les pays. Rappelez-vous, Napoléon, l'empereur Napoléon a fait tuer le duc d'Enghien. Voilà, il faisait de l'ombre, il avait peur, il l'a fait tuer. Voilà, c'est la politique, ça. Très intéressant. Mais des fois, il y a des gens qui meurent aussi sans avoir été assassinés. Et l'histoire est pleine de formes de complots en tout genre, ou d'assassinats directs même. Voilà, oui. C'est extrêmement intéressant. Mais disons que pour un journaliste qui est censé avoir lu la charte de Munich, il y en a certains qui se sont engagés un peu rapidement quand même. Dans les prochains épisodes, on va parler des liens entre Fukushima et Tchernobyl, du Covid, peut-être des antennes Bluetooth et un petit peu de 11 septembre et même qui finance quoi. Il y a plein de sujets à voir dans cette chronique. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse cliquer sur les prochains boutons et n'hésitez pas à vous abonner sur nexus.fr. À très vite.